Si t'es basketteur et que tu n'arrives pas à gagner tes 1 contre 1 en match, c'est parce que tu oublies de bosser une qualité physique qui est fondamentale. C'est ta capacité à décélérer rapidement. Tu peux avoir le meilleur crossover du monde et un premier pas explosif. S'il te faut une éternité pour t'arrêter, ton défenseur lit ton jeu et tu es prévisible. Ça m'a pris des mois à comprendre ce concept avec les basketteurs et les athlètes que j'ai accompagnés. Grâce à toutes les vidéos de leur capacité d'accélération et de décélération que j'ai pu analyser et le travail qu'on a mis en place ensemble, je me suis rendu compte que le travail de décélération était le type de travail qui leur permettait de passer un réel step sur le terrain et sur leur 1 contre 1. Donc tu dois être capable d'accélérer rapidement, mais également de freiner ton mouvement aussi rapidement. Dans cette vidéo, je vais venir t'expliquer pourquoi améliorer tes capacités de décélération va faire de toi un meilleur joueur sur le terrain. Et je vais venir aussi te présenter un continuum étape par étape du travail de décélération que tu peux mettre en place en te montrant une vidéo des exercices que tu dois mettre en place à chacune des phases en fonction de ton niveau actuel. Alors pose-toi, prends de quoi noter et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment intégrer ce travail de décélération dans tes entraînements. Premier constat, la plupart des basketteurs ne travaillent jamais réellement leur capacité de décélération sur leur entraînement. D'ailleurs, ce que je remarque souvent, c'est qu'un basketteur qui veut devenir plus explosif va très rapidement intégrer du travail de pliométrie. Donc c'est très bien, c'est un outil super, mais un des prérequis du travail de pliométrie, c'est d'être capable de décélérer et freiner ton propre poids du corps. Si tu n'as pas ce prérequis-là et que tu introduis du travail de pliométrie, tu augmentes ton risque de blessure. C'est pas pour ça que tu vas te blesser, mais tu l'augmentes. Un des prérequis du travail de pliométrie, c'est d'être capable de freiner et de décélérer ton propre poids du corps. Donc comme je te l'ai très bien mis ici, apprends à freiner avant de vouloir aller plus vite. Et donc comme je te le disais en début de vidéo, le joueur le plus dangereux, c'est pas celui qui court le plus vite, c'est celui qui s'arrête le plus vite et qui est capable de changer de rythme de manière très rapide. C'est là où ça va être difficile pour ton défenseur de te suivre. Pourquoi est-ce que tes capacités de décélération sont importantes sur le terrain? Parce que si tu veux être capable de changer de rythme et de changer de direction de manière rapide, il va falloir que tu sois capable également de décélérer la vitesse que tu as emmagasinée de manière rapide aussi. Donc un premier élément à comprendre, c'est qu'un changement de direction commence par un frein. Si tu n'es pas capable de freiner ton propre poids du corps, tu ne seras pas capable de changer de direction, de changer de rythme de manière rapide. Donc on va prendre un exemple. Lorsque tu démarres ton drive et justement tu emmagasines de la vitesse et que d'un coup tu décides de réaliser un step back, il va falloir que la jambe qui réalise ton step back soit capable de freiner toute la vitesse que tu as emmagasinée juste avant. Pour freiner ton mouvement et diriger ensuite la direction de ton mouvement dans une autre direction avec également des forces élevées pour réaccélérer dans cette direction-là. Comme je te l'ai dit juste ici, freiner, donc l'appui au niveau de ton step back qui vient freiner toute la vitesse que tu as emmagasinée, réorienter la direction de ton déplacement et réaccélérer en mettant de la force pour justement prendre de la distance par rapport à ton défenseur. Si le freinage est lent et lourd, tout le reste sera lent. C'est pour ça que c'est fondamental. Un deuxième élément qui peut se produire, c'est que si toi aujourd'hui tu manques de ces capacités de décélération, inconsciemment ton cerveau peut le savoir et il peut te brider sur le terrain. Je m'explique. Vu que ton cerveau sait que tu as du mal à freiner ton corps quand tu vas venir accélérer, inconsciemment, peut-être que tu vas moins mettre de puissance sur ton accélération, sur ton sprint, parce que tu sais que tu vas avoir du mal par la suite de te freiner. Donc c'est quelque chose qui peut se produire et ça se passe principalement sur un terrain. Donc le fait que ton cerveau te bride, c'est principalement sur le terrain. Si par exemple tu me fais un sprint en ligne droite sur 20 mètres sans aucun stimulus qui peut venir te déranger sur ton sprint, à mon avis, tu ne seras pas du tout bridé. Et comme sur un terrain, tu dois accélérer et décélérer, probablement que ton cerveau le sait inconsciemment et peut te brider sur la puissance et l'accélération que tu vas mettre. Troisième élément très important, les mouvements où tu vas venir te décélérer rapidement, c'est souvent les positions où tu vas avoir le plus de blessures de genoux. Et donc, le fait de venir travailler ces qualités-là, ça te permet également de bosser sur le côté de prévention de blessures au niveau de ton genou. Et donc, comme on le verra dans cette vidéo, à chaque fois que tu viens décélérer de manière rapide un mouvement, ça met des contraintes assez élevées sur tes tendons. Et donc, si toi, tu viens travailler tes capacités de décélération, ça permet également de renforcer tes tendons et préparer tes tendons à ce type de contraintes que tu vas retrouver sur le terrain. Donc c'est un élément aussi très important, la prévention de blessures. Ici, je viens juste te présenter 3 façons dont ton muscle peut se contracter. C'est très important pour que tu comprennes comment ça se passe dans ton corps quand tu viens décélérer un mouvement. Donc il y a 3 types de contractions. La contraction concentrique, donc c'est le moment où tu viens rapprocher tes fibres musculaires, notamment quand tu viens fléchir le bras, ok. La contraction excentrique, c'est quand tu viens freiner un mouvement et que tes fibres musculaires s'allongent. Et la contraction isométrique, donc ça c'est une position où il y a justement pas de mouvement et tu viens réaliser une contraction musculaire comme lorsque tu réalises une chaise par exemple. Donc je viens de te réexpliquer un petit peu dans ce tableau-ci les différents types de
contraction. Je vais venir te présenter ici un concept clé que tu dois comprendre avant d'intégrer du travail de décélération. Et ce concept est ce qu'on appelle les réceptions RAID. Qu'est-ce que c'est qu'une réception RAID? C'est une réception, par exemple, d'un saut. Tu vas diminuer le plus possible la phase d'amorti. Donc souvent, c'est des réceptions de saut où tu as relativement peu d'amplitude d'amorti. Donc quand on regarde ce type de saut visuellement, on a vraiment l'impression que tu raides au sol. Et le contraire d'une réception raide, c'est ce qu'on appelle une réception souple. Et donc, pour que tu comprennes bien ce concept, je vais venir te montrer ici 2 vidéos qui te montrent des réceptions souples pour que tu comprennes bien à quoi ça correspond. Ok? Donc ici dans cette vidéo, tu peux voir qu'il prend le temps de bien amortir, de bien fléchir les genoux, d'allonger un petit peu cette phase d'amorti avant d'envoyer le saut. Ok? Je vais te montrer un deuxième exemple. Ici, tu vois, il prend vraiment le temps de venir amortir. Tu vois, il prend le temps. Ok? Là, les 2 vidéos, on a une réception qui est plutôt souple. Ok? Une réception raide où tu vas essayer d'être solide vraiment quand tu arrives au sol. Ça ressemble à ça. Tu vois, boum. Il a vraiment cette phase d'amorti qui est assez raide, assez solide. Il fléchit pas beaucoup, sa phase d'amorti est assez faible. Et ça, c'est ce qu'on appelle une réception raide. Donc c'est important que tu comprennes bien la différence entre les deux. Ok? Pourquoi? Parce que sur le terrain, en fait, tu vas te retrouver avec des réceptions raides. Lorsque tu veux changer de direction, lorsque tu me fais un step back, etc., etc. Donc pour comparer un petit peu les deux ici, tu vois, grande flexion, contact qui est plus long, les muscles absorbent plus. Donc sur de l'amorti long, tes muscles vont être beaucoup plus recrutés pour permettre d'amortir le saut. Que dans une réception raide, tu vas mettre beaucoup plus de contraintes au niveau de tes tendons. C'est pas forcément une mauvaise chose parce que c'est ce qu'on va retrouver beaucoup plus sur le terrain. Mais c'est important que tu comprennes bien la différence entre ces deux réceptions. Donc, à quoi servent les appuis raides dans un match? Tu vas les retrouver à chaque fois que tu dois décélérer un mouvement sur le terrain. Plus tu vas être raide, plus tu vas être solide lorsque tu vas devoir changer de direction ou arrêter ta vitesse, par exemple, donc en décélérant, plus tes capacités de décélération pourront être faites de manière rapide et efficace. Donc si on regarde un petit peu des actions ici en NBA, okay, tu peux voir que le moment où il vient là, exactement ici, où il vient de changer de direction, son appui est raide, il prend pas le temps de bien amortir. Le but, c'est qu'il soit le plus raide possible. Plus un contact est raide, moins de temps de contact tu auras au sol. Okay, donc si on regarde, hop, tu vois, là, le moment où il change de direction, c'est raide, puis il enchaîne directement. Okay, donc cette notion de raideur est très importante. Même chose ici, avec un mouvement de Kairi. Donc là, hop, tu vois que ses appuis, ils sont très raides, et là, boum, il vient décélérer. Donc si on regarde sa jambe droite, il vient décélérer d'un coup pour renvoyer directement vers le haut. Okay, donc il n'a pas le temps de prendre le temps, d'amortir, etc. Non, tout doit être très raide pour lui permettre de renvoyer avec de l'explosivité vers le haut directement. Pour avoir une bonne capacité de décélération, tu dois être capable de freiner ton mouvement de manière raide. Donc c'est important à comprendre ce concept-là. Okay, un élément aussi à comprendre, comme je te l'ai dit juste avant, le fait que tu aies des phases de décélération qui sont relativement raides, qui finalement est l'objectif, ce type de décélération va mettre beaucoup plus de contraintes sur tes tendons. Donc aujourd'hui, pour que tu comprennes aussi qu'est-ce qui met des contraintes sur tes tendons, on a plusieurs variables. Okay, on a la force que tu vas générer, on a la vitesse du mouvement, la vitesse à laquelle tu vas faire un mouvement, le type de contraction musculaire, donc tes contractions isométriques vont être plus tolérables pour ton tendon que des contractions pliométriques, l'intention de contraction, est-ce que tu mets des intentions d'explosivité, est-ce que c'est du travail lent, et l'amplitude que tu vas réaliser. Pourquoi je t'explique tout ça? Parce que tu comprends très bien que quand tu vas lancer ton drive et que tu vas avoir énormément de vitesse, il va falloir que tu sois capable de décélérer d'un coup toute ta vitesse, donc ça va te demander beaucoup de force, une intention de contraction très raide, très solide, très explosif au moment où tu vas arrêter toute ta vitesse, et du coup tu comprends bien que ces deux éléments-là, plus tu vas les augmenter, plus tu vas mettre des contraintes sur tes tendons. Donc, tout le travail de décélération que tu vas faire, il va falloir être très progressif, okay, parce que ça va mettre beaucoup de contraintes sur tes tendons. Donc c'est excellent parce que ça prépare tes tendons à être solides et résilients sur le terrain pour être capable de décélérer de manière efficace. Mais il ne faut pas que tu brûles les étapes lors de ton travail de décélération, dans lesquelles tu devras passer lors de ton entraînement de ta décélération et de tes forces de freinage. Ne sous-estime vraiment pas ce travail de décélération parce que c'est ce qui a permis à un de mes joueurs de passer un vrai step sur le terrain. Donc avant qu'on décide de travailler ensemble, ce joueur-là, il avait mis en place pendant 2 années entières du travail de force maximale en musculation, mais il ne voyait aucun résultat sur le terrain, il ne voyait pas de différence sur le terrain par rapport à ce qu'il mettait en place. Donc on est venu ensemble évaluer son profil et on s'est rendu compte qu'il avait de très bonnes qualités de force, mais il était incapable de décélérer son propre poids du corps sur le terrain. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place ensemble un plan d'entraînement clair, simple et structuré
pour lui et son profil. On a mis en place du travail spécifique de décélération pour développer ces qualités-là, et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à sentir de vrais résultats sur le terrain et se sentir meilleur dans ses duels sur le terrain. Donc je dis pas que le développement de ta force maximale ne va pas te rendre meilleur sur le terrain, mais que ce développement de ta force, il faut aussi le combiner à d'autres travails pertinents selon ton profil. Donc si toi aujourd'hui tu aimerais justement pouvoir être accompagné également comme ce joueur-là, et qu'on mette ensemble en place une programmation spécifique à tes besoins et à ton profil, envoie-moi bilan sur Instagram. Passons au concret. Je vais venir te présenter les différentes phases du continuum, ainsi que le type d'exercice par phase que tu vas devoir mettre en place. Donc, commençons par la toute première phase, qui est du travail d'excentrique en squat. Je te rappelle, de l'excentrique, c'est quoi? C'est le type de contraction où tu vas devoir freiner un mouvement et où tes fibres musculaires s'allongent. Donc, tous les mouvements en fait de décélération, ça va être des contractions excentriques. Okay, c'est pour ça que je t'avais expliqué ça au début. Donc, on va commencer dans la toute première phase à faire du travail en excentrique en squat assez rapide. Donc, à quoi ça correspond? Tu vas venir en squat et tout simplement venir à deux jambes, descendre le plus rapidement possible. Ça, c'est la toute première phase. Tu peux voir que là, il le fait de manière très rapide. Tout à l'heure, je t'ai présenté un élément. Je t'ai présenté qu'on pouvait faire des réceptions raides ou des réceptions souples. Donc, chacune des phases, c'est mieux que tu commences avec des réceptions qui vont être un petit peu plus souples. C'est-à-dire que tu vas venir allonger la phase d'amorti. Pourquoi? Parce que, comme je te l'expliquais tout à l'heure, ça met moins de contraintes tendineuses. Okay, donc, il faut laisser le temps à tes tendons de s'adapter à ce type de travail-là et de progressivement, au sein d'une même phase, arriver avec des réceptions de plus en plus raides. Donc là, tu peux voir qu'il a une réception relativement raide sur son mouvement, mais au début, tu pourrais allonger un petit peu cette phase-là pour que ce soit plus long. Okay, et faire ça sur toutes les différentes phases pour monter de manière vraiment progressive. Tu n'es pas obligé de commencer par la phase 0. Okay, ça dépend de ton niveau actuel. Tu sais que la phase 0, tu la supportes très bien. Là, tu pourrais très bien commencer à la phase 4, par exemple. L'objectif simple dans ce continuum et les différentes phases que je viens de te présenter, plus on va venir monter dans les phases, plus ça va mettre des contraintes tendineuses et plus ça va mettre des contraintes sur ton corps importantes. Okay, c'est pour ça qu'on doit monter progressivement de phase en phase pour laisser à ton corps le temps de s'adapter et pas te retrouver avec des blessures de surcharge si tu as passé un petit peu les étapes trop vite. Donc la phase numéro 1, tu vas venir faire des drops à partir d'une certaine hauteur. Même chose à deux jambes, où tu viens amortir le saut, comme ceci. Et comme je te l'expliquais également dans la phase juste avant, au début, quand tu introduis ce type de travail-là, tu pourrais te retrouver à allonger la phase d'amorti, comme je te l'ai montré. Donc si on regarde un peu la différence, toi tu pourrais ici venir à commencer à prendre plus le temps d'amortir. Donc là, il enchaîne avec un saut, mais toi ton objectif sur le travail de décélération, c'est de freiner le mouvement. Tu vois, il prend plus le temps d'amortir, qu'alors qu'ici, tu peux voir qu'il a une certaine raideur. Ici, je te viens te montrer un second exemple. Donc même chose, tu peux voir qu'il a vraiment cette raideur-là. Et ça te prépare également potentiellement à du travail de drop jump, c'est-à-dire ce travail-là où tu dois enchaîner avec un saut. Si tu veux mettre ça en place, il va falloir que tu intègres ce travail-là, qui a un prérequis, comme je te disais, au travail de pliométrie, donc au travail de drop jump. Okay, donc voici pour la première phase. Donc phase numéro 2, on va venir augmenter les contraintes de décélération. Donc tu vas te retrouver sur un squat où tu vas devoir descendre très rapidement et freiner de manière très rapide, mais avec une charge. Ok, donc là, je te montre ici, tu te laisses vraiment tomber. Tu peux voir qu'ici, il a une certaine raideur, justement. Tu vois que d'un coup, boum, il vient se stopper de manière assez nette. Ok, on voit cette certaine raideur-là. Ok. Un autre exemple ici, bah, si tu retrouves à charger un petit peu plus, ça peut être également du travail en trap bar, par exemple. Tu vois. Donc le but dans cette phase-ci n'est pas de charger jusqu'à 80-100 kg. Hein. Le but, c'est de charger qu'il y a un petit peu de charge, assez léger. En tout cas, dans cette phase-là. Dès que tu arrives à charger un petit peu et que tu te sens bien dans cette phase-là, tu peux passer à la phase suivante. Okay, pour la phase 3, ce que j'appelle moi du travail en pseudo-unipodal. Pourquoi? Parce que tu vas te retrouver à mettre plus de poids sur une jambe que l'autre, mais pas non plus 100% de ton poids de corps sur une seule jambe. Okay, donc à quoi ça ressemble? Ça reste du travail de décélération également, où tu vas venir descendre rapidement, mais en fente. Okay, comme ça, on met plus de poids sur la jambe avant. Tu viens descendre, hop, et tu viens freiner, tout simplement. Okay, une autre variante ici, c'est te laisser tomber vers l'avant pour reproduire un petit peu ce côté où tu as de la vitesse vers l'avant et d'un coup, tu dois la freiner, ok, toujours en mettant un peu plus de poids sur une jambe que l'autre, ok. Donc, pour la phase 4, c'est exactement la phase 3, mais on vient rajouter de la charge, comme on l'avait fait avec le squat jump. Donc, on va regarder ça ensemble, tout simplement. Donc, tu viens descendre très rapidement, tu viens comme ceci, ok. Donc, au début, bien évidemment, tu chargeras de manière assez légère, ça pourrait être un haltère de 5 kg dans chaque main et monter progressivement le poids, comme je te l'ai dit juste avant. Le but, c'est pas de monter à 30, 40, 50 kg.
Le but, c'est de charger juste un petit peu cette phase-là, voir un petit peu comment tu te sens, que tu arrives à être raide dans cette phase-là. Ok? Ensuite, tu passes à la phase 5. Pour la phase 5, tu vas commencer à introduire des phases de décélération sur des mouvements horizontaux. Ok, donc tu peux introduire du broad jump avec des réceptions. Donc c'est des sauts vers l'avant où tu viens freiner. Ok, comme ceci, tout simplement. Vraiment, t'apprendre à freiner ta vitesse de manière horizontale. Ensuite, pour la phase 6, on vient réintroduire du travail de réception sur une seule jambe. Donc vraiment du travail de ce style-là, où tu viens tout simplement sauter avec un squat jump et tu viens réceptionner sur une seule jambe. Ensuite, pour la phase 7, tu vas continuer ce travail de réception en single leg, mais en allant chercher une certaine hauteur. Okay, donc tu viens réceptionner tout simplement avec une petite hauteur les sauts comme ceci. Okay. Attention, bien évidemment, il ne faut pas que tu commences par cette phase, parce que là, on commence à mettre beaucoup de contraintes sur tes articulations, sur tes tendons. Donc, il faut que tu aies bien préparé toutes les phases avant, d'où l'importance que je t'ai dit de bien consolider chacune des phases. Une fois que tu es capable d'avoir des bonnes réceptions raides sur chacune des phases et que tu te sens bien, qu'il n'y a pas de douleur, etc., de passer aux phases suivantes. Pour la phase 8, tu vas introduire des réceptions à une seule jambe avec de légères charges. Ok, donc là, on est quand même sur des charges qui doivent être relativement légères. Ok, donc, tout simplement le but de charger un petit peu cette réception-là. La phase 8, c'est plus si tu la sens bien. Souvent, c'est pas forcément une phase qu'on fait. Souvent, on passe de la phase 7. On va chercher directement la phase 9. Voilà, je l'ai mis sur vraiment être très progressif. Mais sur celui-là, tu dois charger de manière très légère. Ok, ça pourrait être juste des haltères de 2 kg dans chaque main, tu vois. Pas forcément plus que ça. Enfin, tu peux monter un peu plus, hein. Mais commence pas à me faire des réceptions de single leg drop avec 20 kg sur le dos. Après, si vraiment t'es solide, tu peux le faire, mais honnêtement, je te le conseille pas. Ensuite, la phase 9, comme tout à l'heure, c'est du broad jump. Mais du coup, cette fois-ci, les réceptions, on les fera sur une seule jambe. Ok, donc d'être capable de bien freiner ta vitesse horizontale. Donc là, on commence à rentrer sur du vrai travail spécifique qu'on retrouve sur le terrain. Donc tu travailles également sur cette phase-là. Et comme tu doutes bien, je reviens sur ça également. Quand on parlait des réceptions souples ou raides, plus tu auras une réception souple, mieux ça va être tolérable pour tes articulations et tes tendons. Donc au début, surtout sur du single leg broad jump, ce serait toujours plus intéressant d'amortir un petit peu plus, d'aller chercher plus de flexion un peu plus longtemps sur ton amorti, et petit à petit être plus raide. On voit qu'il a une belle réception quand même assez raide. Donc voilà, on rentre dans une phase qui met pas mal de contraintes. Tu ne dois pas avoir de douleur à ce niveau-ci. Okay, puis phase 10, on rentre sur du travail plutôt spécifique de décélération. Okay, en extensif, pourquoi? Ça veut dire quoi extensif? Ça veut dire que tu ne mets pas des intentions maximales d'arrêt de ta vitesse, okay, mais on rentre sur du travail plutôt spécifique à ce qu'on retrouve sur le terrain. Donc par exemple, tu vois un élastique qui t'amène vers l'avant, donc ça va t'amener une certaine vitesse vers l'avant et d'un coup de venir freiner. Okay, en réalité, cet exercice-là va être beaucoup moins contraignant que du single leg broad jump, mais si tu es assez consolidé sur ce type de travail-là, tu rentres dans une phase plus spécifique. Mais c'est vrai qu'en termes de contraintes pures, phase 9 et phase 8 sera plus élevé que cet exercice-là. Même chose, là on rentre sur du travail spécifique aussi, où tu viens à canal assis par exemple, venir freiner et repartir. Ok, tu doutes bien que ce type de travail-là est moins contraignant que ces deux phases-là, mais voilà, dis-toi que la phase 10 c'est plus dans une optique de rentrer dans du travail plus spécifique. Phase 11, là on est sur le travail hyper spécifique, ok, donc c'est faire du travail d'agilité avec des intentions d'intensité maximale, comme tu vas pouvoir le voir sur cette vidéo. Donc tu vas faire des sprints avec des changements de direction. Le but c'est de freiner le plus rapidement possible avec des mouvements qu'on retrouve sur le terrain. Ok, donc là tu vois qu'il met des intentions de vitesse max et freiner le plus vite possible. Ok, je te le remontre une fois. Donc là il se prépare bien et là il va être parti pour mettre une intensité maximale. Hop, clac. Ça. Et sur la phase 10 par exemple, tu pourrais introduire ce travail de sprint et d'agilité, mais en sous-maximal, tu vois, pas donné à 100%, mais l'introduire dans cette phase spécifique. Donc voilà, je t'ai mis quelques exercices pour ces deux phases-là, mais en réalité, ces phases-là, elles possèdent énormément d'exercices et de variantes. Comme tu l'as remarqué, dans ce continuum-là, on a fait principalement du travail de décélération sur des mouvements verticaux et des mouvements horizontaux, plutôt d'avant en arrière. Mais il faut également pas oublier tout le travail de décélération sur des mouvements latéraux. Pour le travail de décélération latérale, tu suis exactement le même continuum. Donc tu vas commencer avec des exercices bipodales pour par la suite commencer à évoluer sur du travail en single leg comme ceci. Là, tu peux voir que je te montre un exemple avec un drop en single leg. Bien évidemment, il faut suivre toute la même progression avec toutes les mêmes phases que je t'ai citées au-dessus.
mais je vais pas te remontrer un exercice pour chacune des phases pour le travail latéral. Mais voilà, c'est juste pour que tu comprennes que cette progression doit se faire également sur le travail de décélération latérale. C'est ce qui manquait un petit peu dans tous les exercices que je t'ai montrés. Et là, tu peux venir aussi évoluer, par exemple, avec du travail beaucoup plus dynamique, de freinage, où tu prends plus de distance de manière latérale. Donc voilà, à toi de réfléchir un petit peu sur comment bien faire évoluer ça par rapport à ton niveau actuel. Donc maintenant, tu sais exactement comment intégrer ce travail de décélération dans tes entraînements. Mais si toi aujourd'hui, tu aimerais justement avoir un programme clair et structuré spécifique à ton profil à toi et à tes qualités physiques à toi, tu peux m'envoyer bilan en DM sur Instagram pour qu'on puisse travailler ensemble et qu'on puisse mettre ça ensemble. Comment ça se structure si on décide de travailler ensemble? Dans un premier temps, on va venir notamment évaluer tes qualités physiques avec différents tests d'agilité pour voir où se situent tes capacités de décélération et d'accélération, voir s'il y a des problèmes à certains niveaux. Donc je te montre ici juste quelques exemples de tests qu'on peut mettre en place pour évaluer tes qualités d'agilité. Ok, donc ça c'est vraiment pour l'aspect de décélération, vu que c'est le sujet de la vidéo. Mais bien évidemment, si on décide de travailler ensemble, on ira pousser les tests physiques beaucoup plus loin pour savoir ta détente verticale, ton explosivité, ton agilité, ta puissance, tes capacités de sprint, tes capacités d'accélération. On ira pousser tous ces tests de manière très précise pour qu'on puisse mettre ensemble une programmation claire et structurée selon ton profil. Donc maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux vraiment passer à l'action. Bosse-moi tes capacités de décélération. Allez, à bientôt.